La justice congolaise est-elle devenue véritablement un instrument du pouvoir pour soit réduire au silence les voix critiques ou pousser à l'exil, écarter les potentiels adversaires politiques? On en parle dans ce numéro de version croisée avec un membre de la société civile, mais aussi un opposant. J'aurais aimé avoir aussi quelqu'un du pouvoir, mais c'est parti remise pour une nouvelle fois dans le prochain numéro. Le président de la ZADO est avec moi, Jean-Claude Katende. Bonsoir maître et bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors vous êtes bien placé pour nous parler des droits de l'homme en RDC, de la justice et même du sort des opposants et aussi de la société civile, parce que on commencera par l'affaire du professeur Florimond Moutiba qui devrait se présenter devant les instances judiciaires, je ne sais pas si c'était le cas, pour une affaire que vous avez qualifiée d'acharnement, justement. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure, mais laissez-moi présenter votre co-débatteur, c'est Jean-Pierre Bellessi qui change de statut, des casquettes un peu comme un caméléon. Aujourd'hui, je vous présente comme communicateur de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, aujourd'hui apparemment en exil. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour, merci beaucoup mon cher Megaïta pour votre invitation. Ouais. Je voudrais, par la même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission. Ouais. Sans oublier bien entendu le président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais également à notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, mais aussi, si vous le permettez, au vice-président de notre parti, Aubin Minakou, le professeur Aubin Minakou. Qui sont interdits de quitter le pays, notamment. Bon, je pense que c'est la thématique d'ailleurs de cette émission. Vous allez remarquer aujourd'hui, c'est que, d'une manière générale, hein, je le dis tantôt, que le fonctionnement de notre appareil judiciaire pose problème aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une justice qui est plus que téléguidée. Nous avons une justice qui est aux ordres. Une justice, j'allais dire, qui est presque tribalisée. Une justice qui ne s'attaque qu'aux opposants. C'est ça le constat malheureux que nous faisons dans ce pays. Vous avez encore la parole. Laissez-moi avoir la réaction de maître Jean-Claude Katende. Quand vous l'entendez d'abord saluer son président national, ancien président de la République, Joseph Kabila, mais également les autres autorités de son parti politique, Emmanuel Ramazani Chadari, mais aussi Aubin Minakou, et dire que la justice est tribalisée, ça vous fait quoi? Non. C'est une preuve de la vitalité démocratique ou? Non, il faut dire d'abord que je suis personnellement étonné. Étonné pour la simple raison que il y a quelques années, nous avons vécu sous la gouvernance du président Kabila la même chose. Dans la mesure où si le point tel que celui des décrispations politiques était inscrit à l'ordre du jour des accords de la CENCO, c'est effectivement parce qu'on était dans la même situation. Et je me dis que quand on ne construit pas la démocratie de manière effective, la conséquence... Oui, le temps qu'on vous arrange votre micro, m'a signalé un petit souci. Vous avez la chance de pouvoir rebondir avant que Maître ne termine sa phrase. Oui. Vous disiez qu'on a une justice tribalisée. Ah oui. Maître Jean-Claude Katende essayait de vous faire réfléchir que ce n'est que ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de subir présentement. Absolument pas, mon cher ami Egaïta. Ce qui est vrai, je voudrais ici déjà rappeler le propos de M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'il dit tantôt qu'il est plus qu'au courant que ses conseillers, je dis bien, ses conseillers sont en train d'instrumentaliser la justice. Qu'as-tu fait? Parce que vous savez très bien qu'il y a le parallélisme des formes et des compétences. Oui. C'est lui qui a la compétence de nommer, c'est celui qui a la compétence, bien entendu, de révoquer. Pourquoi est-ce que M. Félix Tshisekedi, lui qui sait que ses conseillers sont en train d'instrumentaliser la justice, et il laisse faire ses conseillers? C'est ça la plus grande question. Donc, la réponse la plus éloquente aujourd'hui
à l'instrumentalisation de la justice, c'est notamment les conseillers de M. Félix Tshisekedi. Et c'est pourquoi nous disons que la justice, elle est politisée, elle est instrumentalisée. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui sont tout autour de M. Félix Tshisekedi, je ne suis pas en train de prêcher sur le tribalisme, mais seulement vous allez remarquer que ce sont les mêmes personnes, j'allais dire l'espace Grand Kasaï. Donc c'est extrêmement grave. Dans un État qui se veut un État démocratique, dans un État qui se veut un État de droit, et faites les constats, mon cher ami Gaïta, lorsqu'il s'agit des opposants, je ne suis pas pour l'impunité dans ces pays. Si quelqu'un commet une infraction, bien entendu, il faut le juger. Ouais. Mais seulement, il ne faudra pas que nous puissions avoir une justice à double vitesse. Une justice unidirectionnelle. Exactement. Redirigée uniquement vers les opposants. Exactement. Parce qu'il y a des cas qui sont légions. Oui. Déjà qui ont détourné de l'argent dans ce pays. On va les égrener, ces cas. Exactement. Mais les uns après les autres. En liberté totale. On va en parler. Des opposants, vous allez constater une certaine célérité dans les traitements de ces dossiers-là. Moi, je ne suis pas d'accord de cette manière-là. Maître, je n'arrive pas à comprendre au bout de 6 années qu'on ne soit pas toujours sorti de l'auberge, qu'on fasse les mêmes choses, en fait, même avec Félix Tshisekedi, qui est le prédicateur de l'état de droit. Effectivement, c'est pour ça que je dis que j'étais surpris des propos de mon co-débatteur, dans la mesure où ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on récolte. Si à l'époque du président Kabila, les efforts étaient faits pour construire une vraie démocratie, de doter le pays d'une justice indépendante et effective, je pense qu'on aurait fait des pas énormes. Mais maître, quand même, sauf Kabila a sémé l'alternance politique, il a laissé le pouvoir, l'impérium, il a sémé des bonnes choses. Il fallait qu'il y ait une certaine amélioration. Non, nous parlons de la justice. La justice, ok. Et vous ne me laissez pas poursuivre. Excusez-moi, allez-y, maître. J'ai une logique que je voudrais exposer. Alors, donnez-moi le temps de le faire. Alors, je disais que quand on parle, par exemple, du tribalisme, n'ayons pas une mémoire courte. À l'époque du président Kabila, les grandes institutions ont été conduites par les ressortissants du Katanga. La CENI était entre les mains d'Ngoyi Mulunda. Le parquet général de la République était entre les mains de M. Kabange. Et la Cour constitutionnelle était entre les mains de M. Luamba. Tous trois, c'était des Katangais. Donc, je ne le dis pas pour appuyer. Je voudrais tout simplement le dire pour qu'on construise une mémoire collective qui prend en compte tous les faits pour voir les failles et nous améliorer. Qu'on ne soit pas amnésique, en fait. Qu'on le reconnaisse qu'il y a eu ces mêmes erreurs qui étaient produites dans le passé. Exactement. Au lieu de le reproduire, on devra avancer quelque part. Il ne faudra pas qu'on donne l'impression que cela a commencé avec M. Tshisekedi. Je dis non. Bien que ce soit pire aussi avec lui, apparemment. Non, mais vous ne me laissez pas poursuivre. Vous ne me laissez pas poursuivre. Allez-y, maître. Alors, j'ai dit tout simplement qu'il est important de construire cette mémoire collective pour voir les failles que nous avons connues sous le président Kabila et sous le président Tshisekedi, faire un effort d'amélioration. Je pense que quand le président Kabila a organisé cette alternance politique, qui était une chose merveilleuse, nous avions tous cet espoir qu'on va construire un État de droit aujourd'hui. Mais fort malheureusement, les signaux qui ont été donnés par le président Tshisekedi au départ, nous le voyons, n'ont pas été consolidés pour construire en fait un État que rêvent tous les Congolais. Ça veut dire un État où la justice est indépendante, un État où les droits de l'homme sont respectés, un État en fait qui permet aux gens de constater que chaque alternance apporte des améliorations qui contribuent à consolider la démocratie et à améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, je peux le dire, que nous ne sommes pas dans cette situation. L'état de droit qui était la chanson frénétique du président Tshisekedi n'est pas aujourd'hui dans les radars. Et on doit le regretter. Vous avez souligné un certain nombre de cas qui interrogent.
notamment en ce qui concerne la justice. Et vous avez peut-être eu l'occasion de suivre la position que j'avais communiquée hier en rapport avec les dossiers de M. Matata. J'ai bien précisé que ce dossier pouvait avoir un impact positif. En fait, les condamnations pouvaient avoir un impact positif dans le cadre de l'amélioration, n'est-ce pas, de la justice, si on pouvait considérer que tous les projets qui ont échoué, il y a eu des problèmes, mais il faut que tous les acteurs concernés, les mandataires concernés par ces projets, soient mis devant la justice comme on l'a fait de M. Matata. Et c'est ce déséquilibre entre ceux qu'on peut toucher et ceux qui sont intouchables qu'il faut absolument condamner. Et je le fais de manière tout à fait indépendante parce que nous avons tous besoin, qu'on soit kabyliste, qu'on soit tshisekidiste, qu'on soit je ne sais pas qui, les Congolais ont besoin d'un État qui garantit les droits à tous. À tous, en tout cas, et de manière équitable, ça c'est vrai. Donc c'est pas une décision à saluer, la condamnation de Matata Ponyo, parce que sur tous les projets qui ont échoué par le passé, surtout ceux qui ont été gérés par les personnes qui sont au pouvoir, personne n'est en prison, notamment. Je l'avais déjà dit. Merci. Et je suis encore prêt à le redire. Alors, on ne fait pas le diagnostic du mandat passé, notamment celui de l'ancien président de la République. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe présentement. Il y a un des proches aussi de l'ancien président, notamment M. Martin Kaboulou, qui est arrêté même ce matin, de ce jeudi. Le FCC a dénoncé un acharnement et un enlèvement. Pourquoi est-ce qu'il est arrêté, d'après vous ? Bon, je ne sais pas trop. Déjà, les motifs, soit le mobile de son arrestation. Mais bien avant ça, je voudrais un tout petit peu rebondir sur le propos de mon co-débatteur de cet après-midi. Bon, je ne voudrais pas faire une étude comparative de la gestion de M. Joseph Kabila et celle de M. Tshisekedi. Mais je vais lui interroger directement. Parce qu'en fait, nous l'avons vu lorsque il était en train de travailler sur le régime de M. Joseph Kabila. Et je voudrais avoir cette volonté-là qu'il avait à l'époque, parce que nous savons comment est-ce qu'il était en train de dénoncer les violations des droits de l'homme et qu'on sort. Il était tout feu, tout flamme. Exactement. Aujourd'hui, nous ne les sentons plus. Est-ce qu'il peut nous donner les raisons pour lesquelles il n'arrive plus à dénoncer comme c'était le cas dans le passé? Voyez-vous? Donc nous voulons le sentir parce qu'il était tout fait tout flamme à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a un silence radio. Ah non, il fait des dénonciations. Hein. Il en essuie beaucoup de critiques et des insultes sur Twitter particulièrement. Pas comme nous sommes à la télévision, les gens nous suivent et les gens savent que ce qu'il dit est vrai. Alors, je voudrais Martin Kaboulou d'abord, commençons par lui. Oui, il y a beaucoup de choses. Et vous aussi, il y a des images. Mais il a soulevé une préoccupation. Oui, en fait, ce serait mieux que j'y réponde pour qu'on soit sur la même ligne de raisonnement. Vous allez répondre, mais très rapidement. En fait, je l'ai dit tantôt. Vous dites que vous êtes discriminé, on s'attaque à vous, mais il y a une image de vous où vous êtes en train de jubiler, de vous réjouir, notamment manger dans le salon d'un de vôtres. Et vous l'avez fait en toute quiétude, notamment. Je savais que vous allez arriver à me poser cette question-là, mais je vous dis, ne regardez pas les caractères festifs de cette petite vidéo, mon cher ami Gaïta. Nous avons célébré cette date parce que c'est une date historique. Le 17 mai. Le 17 mai. C'est une date qui nous a permis, justement, de nous débarrasser de la dictature mouroussienne, qui avait détruit tout homme et tout l'homme zaïrois de l'époque. Et du fait que notre leader, le président Joseph Kabila, est parmi les acteurs principaux de ce qui a occasionné justement cet événement-là. Donc nous avons célébré cette date-là. Ne voyez pas les caractères historiques. Pardon, festif, mais voyez les caractères historiques. Je vois beaucoup plus les pics que vous avez lancés au pouvoir en place. Vous avez même créé une chanson, il ne fallait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne fallait pas? C'est une chanson qui date depuis toujours. Il ne fallait pas quoi? Mais il ne fallait pas que M. Joseph Kabila nous laisse comme il nous a laissé aujourd'hui, dans les mains de ceux qui n'ont pas été préparés à gérer la République. C'est ça la vérité. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Parce qu'il avait déjà posé les bases solides du développement de notre pays. Voyez-vous, dans les domaines économiques, le pays se portait très bien. Dans les domaines sociaux, le pays se portait plus ou moins très bien. Dans les domaines sécuritaires,
la même chose. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire une étude comparative de la gestion de M. Joseph Kabila et celle de M. Tshisekedi pendant les 18 ans et les 6 ans de M. Tshisekedi? C'est les jours et la nuit, mon cher ami Gaïta. Donc c'est un faux débat. Je reviens sur la question. Oui, je sais que Maître Jean-Claude Katène est bien placé pour nous dire si c'est le jour et la nuit. Directement, il va réagir. Il va réagir, Maître. On dit que vous êtes devenu mou maintenant là. Bon, vous savez, chacun réagit en fonction de sa position et de son camp. Et je l'accepte. Il y a pas longtemps, je pense que vous l'avez aussi entendu, où les gens disaient « Maître Katende est de l'UDPS ». Après, Maître Katende est katombiste. Aujourd'hui, surtout les katombistes, là, oui, ça vous colle encore. Aujourd'hui, on dit que Maître Katende est kabiliste. Tout simplement parce que, par rapport au dossier du président Kabila au Sénat, j'ai pris une position qui n'a pas été digérée par beaucoup de gens. C'est-à-dire de dire que le Sénat n'a pas de compétences pour, n'est-ce pas, répondre à cette question qui a été réglée déjà par la loi portant statut des anciens présidents élus. Et je suis devenu kabiliste. Demain, peut-être, je deviendrai quelqu'un d'autre. Et ça me réjouit énormément de voir que les gens n'arrivent pas à me situer. Parce qu'en République démocratique du Congo, tout le monde est habitué à être dans un camp contre un autre camp. Et moi, je ne suis pas dans le camp. Moi, mon camp, c'est le Congo. Le Congo, justement, donc, la vérité, l'état des droits. Oui, allez-y, maître. Je voudrais dire que j'aurais voulu que mon co-débatteur dise « Maître Katende, vous n'êtes pas intervenu sur telle question. » J'interviens sur toutes les questions où je trouve que les gens n'interviennent pas, à moins que mon co-débatteur soit quelqu'un qui ne suit pas les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, au début, vers 2011, les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme ils le sont aujourd'hui. Et donc, les moyens de communication changent, mais notre ardeur à condamner le mal d'où qu'il vienne reste la même. C'est pour ça que je dis que quelqu'un me dise « Maître Katende, il y a tel sujet où tu n'es pas intervenu ». Là, le vrai débat commence. Mais quand les gens parlent des généralités, « Oh, vous étiez. Oh, aujourd'hui, on ne vous entend pas ». Mais les gens ne comprennent pas qu'en termes de moyens de communication, on a d'autres moyens de communication aujourd'hui qu'on peut utiliser pour faire passer les messages, atteindre une certaine catégorie de personnes dont on a besoin pour faire passer nos messages. Alors, prenons le cas du dossier Joseph Kabila. Ce n'est pas le premier dossier dont on devait parler, mais on en profite justement. Est-ce que les poursuites judiciaires contre lui sont nécessaires, opportunes, maintenant? D'abord, il est important de retenir que tout Congolais, en commençant par le chef de l'État actuel, jusqu'au petit villageois dans mon village, peut être poursuivi par la justice. Ce sont des conditions, des poursuites qui changent pour l'un ou pour l'autre, pour les uns ou pour les autres. Mais tout le monde peut être poursuivi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de charges, comme on les a entendues dans le réquisitoire de l'auditeur général, qui sont mises à charge du président Kabila. La question à se poser, c'est celle d'abord de savoir est-ce que par rapport à toutes ces charges, il y a des preuves qui font asseoir les charges. Pour qu'on comprenne qu'on a affaire à un dossier sérieux. Mais quand vous regardez dans les réquisitoires, la première preuve, ce sont les déclarations d'un prévenu d'une personne en détention contre quelqu'un d'autre. D'abord, cette personne, elle est devant les personnes qui lui posent des questions dans le sens d'obtenir des preuves contre quelqu'un d'autre. Il est d'abord dans une situation de faiblesse. Oui, forcé. Et il peut tout dire pour se faire disculper ou pour trouver grâce. Donc je trouve que cette première preuve, elle est tout à fait faible. La deuxième preuve, c'est le fait qu'on dise que le président Kabila a dit que les M23 FC défendent des aspirations d'une catégorie de Congolais.
la question que je me pose... Oui, la question que moi je me pose, est-ce que dans le camp de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, pourquoi ils avaient été demandés aux gens du M23 de venir à Kinshasa? La raison, c'était quoi? Si ces gens ne représentaient pas une opinion, pourquoi on les a amenés à Kinshasa? Et ce n'est pas une opinion personnelle. Je ne dis pas que cette opinion, elle me convainc. Je ne vais pas dans cette direction-là. Mais je dis tout simplement qu'ils ont une opinion et c'est pour ça que le gouvernement est allé les chercher en Ouganda pour parler avec eux. Donc, à ce niveau-là, je trouve aussi que la preuve, elle est tout à fait faible. Voyez-vous? Deuxième chose. Troisième chose, c'est de dire que quelle que soit la valeur qu'on peut donner aux faits et aux preuves, maintenant, pour mettre en cause un ancien président de la République élu, il y a des mécanismes. Les lois définissent des mécanismes qu'il faut suivre. Voyez-vous? Et ces mécanismes sont prévus dans la loi portant statut des anciens présidents élus. Et ce qui m'a fait rire dans les réquisitoires du ministère public ou de l'auditeur général, c'est le fait que dans son argumentaire, pour faire asseoir ce point de vue, il mentionne la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Mais il mentionne l'article 5, il mentionne l'article 9, mais il saute l'article 8 de la même loi. Or, l'article 8... c'est l'article principal. Oui, l'article 8 dit que pour les actes commis en dehors de ses fonctions, il faut l'autorisation du Congrès pour poursuivre, n'est-ce pas, pour ouvrir des poursuites contre un ancien chef de l'État. Maintenant, la question qui se pose, c'est de dire, en dehors de ses fonctions, voudrait dire quoi? Et moi, là, je retiens deux aspects. En dehors de ses fonctions, ça peut être que le président est en exercice, mais il commet un fait qui ne cadre pas avec ses fonctions en tant que président de la République. Par exemple, un président de la République qui viole une femme, tout en étant en fonction. On parle de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Oui, mais étant en fonction, ça s'appliquerait à lui. J'y vais. Oui. Et donc, dans ce cas-là, il est clair que on ne peut pas le retenir dans le cas d'espèce. Le deuxième aspect, ce sont des actes commis alors qu'il n'est plus président, qui sont concernés par l'article de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on fasse appel au Congrès. Et moi, là où je ne comprends pas la majorité au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'ils ont la majorité au Sénat, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qui est difficile à convoquer le Congrès? Alors, ça c'est la question qui n'a pas de réponse. À ce titre-là, on vous colle l'étiquette des kabylistes, Maître Jean-Claude. Jean-Pierre Bellessi, vous avez suivi, Maître, qui est capable aussi de parler en bien de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Mais normalement, il devrait que parler comme ça, normalement. Parce que c'est la vérité absolue. Parce que absolue. c'est une vérité inévitable. C'est une vérité qui est, en tout cas... Et quelle est la vôtre? Quel est votre commentaire mais en fait, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je vais quand même compléter des éléments qui me paraissent aussi importants. Parce qu'en fait, vous savez que, j'allais dire, il y a un principe d'ailleurs en droit qui dit que l'accessoire suit les principales. Voyez-vous? Parce que pour avoir les qualificatifs, soit pour avoir la qualité d'un sénateur à vie, il faut d'abord commencer par être le président de la République. Vous exercez le pouvoir, vous sortez par la grande porte, et c'est dans ces conditions-là qu'on va vous attribuer les qualificatifs sénateur à vie, qui est, il faut le préciser, un qualificatif à caractère honorifique, c'est-à-dire un titre à caractère honorifique et à caractère non contraignant. C'est une précision de taille. C'est une précision de taille. Parce que vous savez, en droit, une seule virgule peut changer le contenu d'une phrase. Voyez-vous? Alors, est-ce que Joseph Kabila, parce que c'est ça l'essence de la question, le Sénat a donc la compétence d'élever
les immunités de Joseph Kabila. Étant donné qu'il est appelé sénateur à vie. Voilà, et moi je suis très désolé de voir comment est-ce que les avocats, les juristes font des graves confusions là-dessus. C'est extrêmement grave. Parce qu'en fait, mon ami Gaïta, je disais ceci, que Joseph Kabila n'est pas lié au Sénat. Et je peux vous le démontrer dans les règlements d'ordre intérieur. Parce que Joseph Kabila n'est pas un sénateur comme tous les autres. Pas du tout. Est-ce que le règlement intérieur du Sénat reprend le mot sénateur à vie? Non, attendez, j'arrive. Il est considéré comme sénateur ou sénateur à vie? C'est pour vous démontrer que c'est un titre à caractère honorifique. Il n'est pas lié au règlement d'ordre intérieur du Sénat. Lisez le titre 8. Je vous donne les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur. Lisez le titre 8, premier chapitre, qui stipule du mandat des sénateurs. Il est écrit ceci, mon cher ami Gaïta. Le mandat du sénateur est national. Le Sénat est élu pour un mandat de 5 ans. Et pourtant, Joseph Kabila n'a pas une circonscription électorale comme un sénateur. Et il n'est pas aussi élu pour un mandat de 5 ans. Mais il est sénateur à vie. Ça, c'est une nuance de taille. Deuxième élément. Lorsque vous lisez l'article 212, il est dit ceci dans son 6e alinéa. L'absence non justifiée ou non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. Voyez-vous? C'est-à-dire, Joseph Kabila s'est présenté qu'une seule fois au Sénat. C'est-à-dire, s'il était un sénateur comme les autres, c'est-à-dire tout simplement qu'il ne serait plus un sénateur parce qu'il n'a pas participé, il n'a pas participé pendant un quart des séances d'une session. On allait lui enlever cette qualité-là comme sénateur. Voyez-vous, c'est-à-dire c'est un titre à caractère honorifique. Et j'ai aimé beaucoup débattre lorsqu'il dit que Joseph Kabila, il est lié plutôt par une loi. La loi du 18 juillet 2018. Alors, sur les anciens présidents de la République élus. Maintenant, il y a une question, vraiment un peu principale que les gens se posent. Pourquoi est-ce que le pouvoir en place ne peut-il pas simplement convoquer le Congrès au fin d'élever ces immunités-là? D'après vous, quand vous réfléchissez, on va déjà lever les immunités. Pour quelle raison? Quelle est l'infraction que Kabila a commise pour qu'on arrive à lever ces immunités? Il y a un inquisitoire quand même. Mais on vous a démontré ici que c'est faible. C'est du théâtre purement. C'est du théâtre. Et vous savez que nous, on a tenté, j'allais dire, on a initié cette procédure-là, cette poursuite-là, lorsqu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles que Kabila était à Goma. Et pourtant Kabila n'a jamais été à Goma. D'ailleurs, on avait... Et dans la foulée, on a suspendu votre parti politique. Dans la foulée, on a suspendu. Bon, je n'entends plus parler. Voilà, ça c'est... On gère le pays, dissoudre. Mais on gère le pays sur base de rumeurs. Oh, il n'y a pas des éléments qui démontrent que Kabila serait derrière le 1-23, soit le PPRD est en connivence avec le 1-23. Il n'y en a pas. Ce qui est vrai, évident, c'est que le PPRD fait peur. Ce qui est vrai, c'est que Kabila fait peur. Parce que Kabila aujourd'hui, permettez-moi, je n'ai pas fini mon cher ami Gaïta, Kabila aujourd'hui est l'espoir de tout un peuple. Je vous dis, le PPRD aujourd'hui incarne l'opposition dans ce pays. Alors, pour réduire le PPRD en silence, c'est pourquoi il y a ce genre de manœuvre, mon cher ami Gaïta. Vous vous souvenez du débat qu'il y avait eu lieu, de la révision, soit du changement de la Constitution. N'eût été le PPRD qui s'est opposé farouchement à cela. Voyez-vous? C'est la rébellion qui a changé les priorités. Pas du tout. Le seul péché du PPRD, c'est que c'est un grand parti politique qui a un ancrage sociétal qu'aucun parti ne dispose. C'est ça la vérité. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on réduit les PPRD en silence, donc ils ont le couloir ouvert. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça la vérité. Merci. Pour nous, nous savons que Joseph Kabila n'en est pour rien. Voyez-vous? Voilà. Avant qu'on parle d'un autre dossier qui est en cours actuellement dans les instances judiciaires. Dites-moi celui qui a invité, je pense que votre invité l'a ainsi bien dit, que celui qui a invité le 1-23 ici à Kinshasa. Ils ont passé 14 mois ici à Kinshasa, nourris, logés par le frein des contribuables congolais. Voyez-vous? Qui a ammunitionné le 1-23?
Ce sont des vraies questions de fond. Voyez-vous, mon cher ami Gaïta. Mais alors, on dit aussi que pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas l'agression non plus? Mais condamner, ça savoir quelle solution? On peut tout condamner et enfin. Nous avons entendu ce genre de propos qu'il faut condamner, mais la réalité sur le terrain, nous voulons avoir une armée qui soit efficace, qui doit défendre notre territoire national. Merci beaucoup. Voyez-vous? Donc pour nous, ce sont là de manœuvres qui consistent bien entendu à faire peur, soit à vouloir réduire le PPRD en silence. Vous terroriser. Exactement. Merci. Mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder face à ces injustices. Merci. Nous Maître Jean-Claude Katéndé, à ces genres d'arrestations. Vous aurez la parole, en tout cas, pour justement dire que vous ne céderez pas. Maître Jean-Claude Katéndé, avec tout ce qui se passe, la suspension, la dissolution probable du PPRD, c'est un adversaire qu'on veut écarter. Pourquoi, d'après vous, il fait aussi peur comme ça? Pourtant, il n'est même plus là. Bon. D'abord, je voudrais dire que moi, je ne suis pas politicien. Oui. À ce jour, il n'y a aucune étude scientifique qui établit que tel parti est plus important en termes de mobilisation ou en termes d'ancrage dans le pays. Il n'y a aucune étude. Donc, chacun, selon ses propres vues, peut donner le point de vue qui lui convient. En fait, qui lui donne le sommeil tranquillement, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même lieu de se poser des questions. Des questions dans le sens de dire tout cet acharnement contre le président Kabila, contre le PPRD, ça, quel soubassement? Ça, quel fondement? Et ça, quel objectif aussi maintenant? Oui, ça, quel objectif? Et moi, je pense personnellement que c'est là que la justice devrait jouer un rôle important. C'est-à-dire de jouer à l'arbitre devant des compétiteurs qui ont des points de vue tout à fait opposés. Mais fort malheureusement, la justice, dans l'état où elle est aujourd'hui, elle ne peut pas jouer ce rôle. Et donc, on laisse faire. Parce que vous voyez, par exemple, pour la dissolution, la suspension du PPRD, la loi prévoit que 15 jours, dans un intervalle de 30 jours, ça veut dire 15 jours pour la suspension et les autres 15 jours pour pouvoir saisir la justice. Et si notre justice était indépendante, elle pouvait examiner de manière froide les arguments qui sont avancés, soit dissoudre le PPRD, soit dire qu'il n'y a pas de raison pour le faire. Autoriser justement. Oui, autoriser que les partis reprennent. Mais est-ce que notre justice, elle a la capacité d'avoir cette audace, d'avoir cette indépendance? Nous connaissons déjà la fin. Ça veut dire, en d'autres termes, que le procureur général avoir l'audace, si vous voulez, d'émettre un réquisitoire contre un ministre en fonction. Constant Moutamba, c'est un peu dans cette logique-là. Oui. Vous savez, les problèmes, il y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Je ne suis pas là pour protéger M. Moutamba. Et mon tweet a été clair là-dessus. Vous appelez à la vigilance. J'ai appelé à la prudence et à la vigilance pour que personne ne règle de compte à quelqu'un qui ne lui fait pas dormir tranquillement. Donc, j'ai fait cet appel. Et je continue à dire que on doit, même si les faits sont vrais, même si les faits seraient établis, on doit quand même se poser des questions. Pourquoi le procureur général près la Cour de cassation a agi d'office contre M. Moutamba alors qu'il y a énormément de dossiers dans ce pays pour lesquels il pouvait se saisir aussi d'office? Pourquoi il ne les fait pas? Nous avons le droit, en tant que citoyens, de nous poser ces questions. Et nous devons nous les poser pourquoi? Et je l'ai toujours dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et donc, si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'est pas bien fait, nous avons les devoirs de pouvoir, n'est-ce pas, interroger ces gens. Pourquoi les dossiers X, pourquoi les dossiers Y? Les procureurs généraux, près la Cour de cassation, ils ferment les yeux. Mais quand il s'agit de Moutamba, de M. Moutamba, il saute sur l'occasion
il fait un réquisitoire sur presque une page et demie, je dirais, sans des arguments de fond. Vous l'avez examiné aussi? Bien sûr. C'est faible? Très faible. Très faible. On y revient tout à l'heure. Jean-Pierre Bélessi, après la condamnation de Matata Ponyo, qui n'est jusque-là pas encore incarcéré, vous n'êtes pas dit que finalement, nous aussi, on risque de subir le même sort s'il lui est arrivé à lui, qui est ici à Kinshasa, qui a entretenu beaucoup de bonnes relations avec le pouvoir en place, alors qu'il est dans l'opposition, et vous, qui avez des acquaintances implicites avec les gens de l'Est, notamment Corneille Nangaa. Ah, non, mais c'est faux déjà. C'est faux, ok. Nous n'avons pas des acquaintances avec M. Corneille Nangaa. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous accusez quelqu'un, il faudra quand même présenter la preuve qui atteste que quelqu'un serait derrière Nangaa, soit derrière le 1-23. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qui atteste que Joseph Kabila, soit le PPRD, soit derrière Corneille Nangaa, soit... J'ai repris les propos du ministre de l'Intérieur. Non, non, vous savez, posez-les la question. Est-ce qu'ils ont une preuve qui atteste que Kabila derrière? D'ailleurs, c'était ça la réponse éloquente de Joseph Kabila. Oui, la condamnation de Matata Ponyo. Non, mais c'est un acharnement parce que déjà, bon, je ne voudrais pas être le porte-parole, soit... l'avocat de M. Matata Ponyo, parce qu'il a ses porte-parole, parce qu'il est le président d'un parti politique, et puis il a ses avocats. Mais quand même, lorsque nous analysons le fond de la question, vous sentez là, c'est qu'il y a un acharnement, tout simplement. Parce que déjà, cette même affaire a été déjà jugée, jugée à la Cour constitutionnelle, sous Kaloba. Et vous savez, il y a déjà une guerre des doctrines là au-dessus. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, il est dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Mais maintenant, la Constitution n'a pas précisé qu'il s'agirait d'un Premier ministre qui est en fonction, soit d'un ancien Premier ministre. Donc il y a là un vide juridique qu'il faut peut-être combler. Voyez-vous, c'est pourquoi sous Kalouba, la Cour s'est déclarée incompétente. Donc c'est la vérité. Et c'est cette même Cour qui avait suspendu, n'est-ce pas, la levée des immunités de Matata au Sénat, pour lui permettre de se présenter à l'élection présidentielle. Mais Matata vient d'acquérir de nouvelles immunités. Mais lorsque quelqu'un a de nouvelles immunités, c'est quoi la procédure? C'est de demander à l'Assemblée nationale qu'on puisse lever, bien entendu, les immunités de Matata qui est devenu député national aujourd'hui. Voyez-vous, tout cela mélangé, ça démontre qu'aujourd'hui, la justice congolaise, elle est véritablement malade. Une justice qui est téléguidée. Une justice qui rend des comptes aux opposants. Nous l'avons dit ici. Votre invité l'a dit, que nous avons des cas qui sont légion. Les dossiers 100 jours, où sommes-nous avec ces dossiers-là? Les dossiers Tchélégelou, où sommes-nous avec ce dossier-là? Les dossiers lampadaires et forage. Où sommes-nous avec... Permettez-moi. Monsieur Robota est en prison. Mais vous savez, les vrais auteurs sont en liberté. Qui, les vrais auteurs, je ne suis pas venu citer les noms des personnes ici, mais ils se reconnaissent, c'est ce que nous disons. Ils sont dehors, mon cher ami Gaïta. Vous n'allez pas citer M. Nicolas Kazani, les dossiers RAM. 500 millions de dollars détournés. Est-ce qu'on peut nous dire alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet acharnement-là seulement contre les opposants, mon cher ami Gaïta? Donc le problème, c'est que nous avons en face de nous un pouvoir qui ne sait pas attendre un autre son de cloche. Nous avons un pouvoir qui est autoritaire. Nous avons un pouvoir qui est dictatorial. Parce que c'est dans la dictature qu'on ne respecte pas la loi. On nous a chanté ici, mon cher ami Gaïta, qu'on voulait avoir un état de droit. Mais un état de droit, c'est résume en quoi? C'est résume dans le respect des textes, dans le respect de la loi. Mais pourquoi à chaque fois on est en train de violer systématiquement tous les textes de la République? Merci Jean-Pierre Bélessi. On va faire le dernier tour de table. On va faire le dernier tour de voir comment est-ce que l'appareil judiciaire congolais est en train de marcher. Merci. Et cette injustice aujourd'hui fait la honte de la République. Merci Jean-Pierre Bélessi. Vous aurez à nouveau la parole, s'il vous plaît. On va faire le dernier tour de table. Je ne vais pas que l'on oublie de parler du cas du dossier de M. Florimond Mouteba. Peut-être un premier commentaire par rapport au cas de Matata Ponyo à nouveau. Et je vous poserai la question sur votre compagnon de lutte de longue date, le professeur Florimond. Alors, le cas de M. Matata, je pense personnellement qu'il y a eu un théâtre judiciaire de mauvais goût
surtout en ce qui concerne la compétence à un moment donné de la Cour constitutionnelle. Ces va-et-vient entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle n'a pas contribué à crédibiliser notre justice et à donner un peu plus de, plus de valeur au travail fait par notre justice. Maintenant, en ce qui concerne M. Matata, je dirais tout simplement que je me pose un certain nombre de questions. Dans notre pays ici, est-ce qu'il arrivera un jour où on mettra la main sur un opposant sans qu'on dise que c'est un acharnement? Il faut que les politiciens se mettent en tête que le fait d'être politicien de la majorité ou de l'opposition n'est pas une immunité pour qu'on ne soit pas interrogé par la justice. Parce que chaque fois qu'on veut interroger un opposant, directement c'est de l'acharnement. C'est comme si on veut nous faire croire que des opposants sont des anges. Non. Ça c'est important. On l'a vécu sous le président Kabila, où quand on veut prendre un opposant qui a commis des faits répréhensibles, il y a eu des opposants sous le président Kabila qui ont violé des femmes. Quand on a voulu les arrêter, on a dit, voilà... À l'époque, vous avez tenu le pouvoir, j'espère bien. C'est un acharnement. Ouais. Aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, je conclue on conclut par le cas de M. Florimon Mouteba, qui était attendu récemment devant les instances judiciaires, je le disais, pour une affaire. Il a notamment dit que au sein du conseil d'administration de la RPTC, notamment Mme Lydie Omanga, il y a des gens qui perçoivent des sommes colossales, des salaires faramineux. Et pour Mme Lydie, c'était de la diffamation. Il a esté en justice et vous êtes intervenu pour parler d'acharnement, maître. Non, il s'agit... C'est tout à fait normal qu'il vienne justifier. Non. Il s'agit là d'une instrumentalisation de la justice contre M. Florimon Mouteba, pour la simple raison que l'ODEP a joué un rôle très important dans les dossiers du projet des 100 jours. C'est le rapport de l'ODEP dont on s'était servi par la justice au départ pour faire des investigations. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans les conseils d'administration, l'ODEP a parlé de tout le monde du conseil d'administration. Mais il y a eu que Mme Lydie Omanga, qui est membre de l'UNC, qui s'est levée pour porter plainte contre M. Florimon Mouteba. Et vous pouvez bien comprendre les liens entre les dossiers, les projets de 100 jours et l'attitude de madame. Après beaucoup d'années, oui. Oui, et c'est là que nous considérons. Parce que quand vous regardez les documents produits par M. Mouteba ou l'ODEP, vous allez vous rendre effectivement compte que ce sont des documents vrais. Madame ne conteste pas le fait que les montants aient été perçus. 300 000 $ le mois. Conteste le fait qu'on a cité son nom. Et le problème en République démocratique du Congo, c'est que l'infraction de diffamation, que vous ayez dit la vérité ou les mensonges, du moment où ça porte atteinte à l'honneur de la personne, vous pourriez être dedans. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. Et cette infraction a déjà changé de contenu sous autres cieux. Et ce que nous disons, c'est que on voudrait tout simplement, dans le contexte actuel, faire taire les organisations de la société civile qui ont le courage de dénoncer, n'est-ce pas, les détournements et la corruption dans les institutions publiques. Merci. Il est important que la justice saisisse cette occasion pour pouvoir laver le professeur Mouteba et le laisser faire son travail. Oui, justement. On va terminer avec vous, Jean-Pierre Bellessi. Vous citiez tout à l'heure certains dossiers qui n'ont pas justement mérité des enquêtes de la part de la justice. On a parlé de RAM et autres. Il n'y a que des dossiers qui concernent les opposants ou les voix critiques auxquelles s'intéresse la justice. Mais le PPRD, comment vous organisez-vous à l'heure actuelle, pour terminer? Bon, avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais faire une petite marche en arrière pour rappeler ici que non, je ne fais pas un débat sur les individus. Moi, je suis un juriste, je vois plutôt la procédure. Parce que nous avons enseigné en droit que la procédure, elle est sacrée. Lorsqu'on viole la procédure, tout le reste tombe. Parce que dans le dossier Matata, est-ce qu'on a respecté la procédure?
Pas du tout. Même dans le dossier, entre guillemets, de la levée des immunités de notre président national, est-ce qu'on a respecté la procédure? Et tous les autres dossiers, mais le constat que nous faisons, c'est que lorsqu'il s'agit des cas flagrants, je dis bien flagrants, de ce qui nous gère aujourd'hui, donc la justice ferme les yeux. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui dans ce pays. Je vous ai évoqué, vous avez rappelé les cas qui sont légion. Mais pourquoi est-ce que la justice ne s'est jamais intéressée, n'est-ce pas, à ce genre de dossiers? Donc, lorsqu'on est dans l'union sacrée, vous êtes un petit saint. C'est-à-dire l'union sacrée devient une blaguerie. C'est ça la vérité aujourd'hui, mon cher ami Gaëtan. Mais vous me posez la question sur le PPRD. Mais vous savez que le PPRD, c'est le plus grand parti politique de l'opposition. Je le répète ici parce que, en fait, le PPRD, c'est le seul parti qui est représenté dans les 145 territoires de ce pays. Il n'y a aucun parti politique, je vous mets au défi, mon cher ami Gaëtan, vous êtes un grand journaliste de ce pays, menez des sondages, faites des sondages, vous allez remarquer que le PPRD est le seul parti qui est mieux implanté dans ce pays. Le PPRD, c'est un parti à caractère nationaliste, contrairement aux autres partis politiques. Bon, je merci. Vous dire qu'il y a un caractère tribal, mais seulement le PPRD s'organise pour que, en tout cas, dans les jours à venir, nous puissions rebondir. Et j'informe au peuple congolais que le PPRD va rentrer au pouvoir. Joseph Kabila va rentrer au pouvoir dans ces pays. Vous allez énerver beaucoup de gens. Mais je vous dis, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, que demande le peuple, mon cher Merci beaucoup. Non, aujourd'hui, que demande le peuple? C'est de voir le retour au pouvoir de Joseph Kabila. Le peuple demande l'état de droit. Mais je vous le peuple demande qu'on leur dise où se trouve l'argent de RAM, 300 millions de dollars. Lorsque vous faites une étude comparative de la gestion de Joseph Kabila et celle de Tshisekedi, c'est les jours la nuit. Le peuple demande beaucoup de choses. Que le pouvoir de Tshisekedi ramène le pistolet à 100 francs. C'est ce que le peuple demande. Oui, mais il faut faire aussi au sujet des projets dont on ne connaît plus les destinations de fonds. Merci beaucoup. Mais c'est ça le régime. Merci à vous, maître Jean-Pierre Bélessi. On a du mal à dire que vous êtes membre du parti de l'ancien président de la République. Donc vous êtes communicateur de Joseph Kabila. Merci d'être passé. Vous savez, en face de vous, la musique conservatoire, c'est pour Jean-Claude Katende, merci pour cet honneur que vous nous faites, en tout cas sans cesse, de dépasser, commenter l'actualité avec nous. Plaisir. Et c'est très apprécié en tout cas par les Congolais. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les politiciens congolais. Merci beaucoup. Alors, un dernier dossier dont ne parlent pas trop les médias. Et ce dossier-là n'est pas encore saisi par la justice. Je ne sais pas pourquoi. Ce rapport du CREFDEL qui dit que l'argent destiné au PDL 145 territoires dans la province du Kasaï, près de 70 millions de dollars, serait apparemment détourné, où les infrastructures ne sont pas encore livrées. Je vais recevoir le président de cette ONG, on va en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.